Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à tous et à toutes. Et très heureux de modérer. J'adore ce mot, modérer. Il y a un côté pacificateur. En ce moment, on en a besoin. Bref, très heureux de modérer cette rencontre intitulée par nos amis de la Cité de la Réussite « S'émerveiller, contempler, et si l'on gagnait son temps à le perdre ». Alors cet intitulé commence bien. S'émerveiller, contempler, quoi de plus nécessaire en effet, et agréable, mais ça finit mal, gagner son temps à le perdre. Comme si au fond, s'émerveiller et contempler, c'était perdre son temps. Alors, faut pas jeter la pierre à Sylvain Kern et à son équipe, hein. C'est pas leur faute, c'est la faute à Rousseau. Rousseau, le philosophe, qui, dans son traité d'éducation L'Émile, écrit « Il faut savoir perdre du temps pour en gagner ».
Très belle formule, mais qu'est-ce qu'elle recouvre exactement? Et est-ce qu'on y gagnerait, nous, aujourd'hui, à se l'appliquer à l'heure, vous le savez toutes et tous, de l'injonction permanente à gagner du temps, au travail, à la maison, grâce à de nouvelles applis sans arrêt, grâce à des moyens de transport de plus en plus performants, qui permettent d'aller toujours plus vite. Mais pourquoi faire? 65% des Français déclarent, je cite, « manquer souvent de temps pour faire tout ce qu'ils voudraient dans une journée ». Et de plus en plus de scientifiques, sociologues, intellectuels ne cessent de souligner l'importance pour le cerveau, pour sa créativité, pour sa capacité aussi à emmagasiner, à trier les informations qu'il reçoit, l'importance donc de prendre son temps et de recommencer à habiter vraiment la terre et le ciel au lieu de se contenter d'habiter Google Earth et le cloud, comme le dit le philosophe, je vous recommande la lecture d'ailleurs, le philosophe germano-coréen Byung-Chul Han, très très beau livre paru récemment. Le temps de la contemplation et de l'émerveillement nécessaire est-il revenu? Pour en parler, j'appelle Laurence Descartes, la présidente du Louvre. Elle est là, Laurence, vous êtes là. J'appelle Jean-Marc Mansvelt, directeur général de la maison Chaumet. Vous êtes ici à ma droite, Jean-Marc. J'appelle Louis-Albert de Broglie, président de Dérol et fondateur du Festival de la Forêt et du Bois. Et Emmanuel de Varesquiel, historien, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et tout récent lauréat du prix Jean d'Ormesson. Alors bonjour encore à nouveau à toutes et à tous et bienvenue donc à la Cité de la Réussite. Comment ça va se passer? Très efficacement et de façon, oui, très bien, j'espère. On va discuter un petit peu tous les quatre pendant une quinzaine de minutes et puis c'est vraiment ce qui fait la spécificité de la Cité de la Réussite. On va passer la parole à des étudiants et des étudiantes. Ils sont là devant nous. Ils vont vous questionner, j'allais dire vous cuisiner, mais non, il est un peu tôt pour vous cuisiner. Vous questionner, ils ont préparé des questions pour vous. Et puis ensuite, donc ça durera aussi une petite demi-heure. Et puis ensuite, on passera la parole à la salle pour que vous puissiez, vous aussi, interroger nos invités. Mais d'abord, une première question qui s'adresse un peu à tous les quatre et un peu votre ressenti sur l'intitulé de cette rencontre que je mentionnais. Et si l'on gagnait son temps à le perdre, est-ce que dans chacun de vos métiers, c'est quelque chose qu'il faudrait mettre à exécution? Dans un musée comme le Louvre, par exemple, Laurence Descartes, qui est un immense millefeuille d'époque, est-ce que ça conditionne forcément, même le bâtiment même et les trésors qu'il abrite, un autre rapport au temps? Certainement, certainement. Mais le musée en lui-même constitue un autre rapport au temps. Au cœur de la cité, le Louvre est au centre de Paris, au cœur de l'histoire de France, certainement, et il crée son propre écosystème, en quelque sorte, qui est fait de la juxtaposition d'époques, d'expressions artistiques extraordinairement diverses, qui vont du fragment archéologique au chef-d'œuvre de la Renaissance ou au chef-d'œuvre moderne. Donc c'est des modalités d'expression absolument gigantesques, en fait, dans leurs différences. Et puis c'est le lieu lui-même. Et le musée est une construction moderne, née essentiellement occidentale au départ, et née de la Renaissance, politique, et au fond qui crée un rassemblement artificiel d'œuvres, et qui crée du discours ou pas, quelquefois ça ne fonctionne pas. Donc c'est c'est forcément un rapport du temps très particulier, comme vous l'avez dit, c'est plus qu'un millefeuille, pour moi c'est un palimpseste, le Louvre. Voilà. Il faut expliquer le mot palimpseste. Le mot palimpseste, puisqu'on est dans un amphi où j'ai planché il y a des années comme étudiante. Voilà, c'est un joli mot qui montre bien les strates successives du temps, les traces en fait successives du temps. Et le Louvre porte, c'est un bâtiment qui a plus de 800 ans dans son histoire. Un musée, un palais royal transformé en musée en 1793, et depuis 1793, un lieu en perpétuelle métamorphose. L'une de ces dernières, c'est évidemment le Grand Louvre, la pyramide, le département des arts de l'islam de rue de Ricciotti, et quelques surprises à venir pour les années qui viennent. Donc c'est un condensé effectivement de modalités, de rapports au temps extrêmement différents. Et est-ce que ça influe sur vous, justement, votre propre rapport au temps? On a beaucoup dit aussi
avant la pandémie d'ailleurs, que les musées étaient aussi dans une course contre le temps, toujours plus d'expos, collés à l'époque aussi, quand bien même on abrite des chefs-d'œuvre du passé. Est-ce que justement le fait d'évoluer, de passer, enfin c'est votre bureau, quoi, le Louvre, donc dans ce bureau magnifique, change votre rapport au temps, j'allais dire, d'un point de vue presque individuel, pas seulement professionnel? Quand on dirige un lieu comme le Louvre, on concilie en permanence plusieurs temporalités, des temporalités de décision très rapides, évidemment immédiates, et puis on a l'obligation du temps long, précisément parce que c'est le Louvre. Et parce que toute décision importante de chantier, de modification, création d'un nouveau département il y a quelques mois pour Byzance et les chrétientés d'Orient, ce sont des décisions importantes qui vont nous dépasser. Il y a probablement des décisions que je vais prendre comme présidente directrice du Louvre que je ne verrai pas réaliser, qui seront peut-être réalisées par la personne qui me succédera. Je le sais d'ores et déjà, parce que c'est le temps long d'un très très grand musée et que c'est comme ça et que c'est très bien. Et c'est de ce point de vue-là un temps très différent, par exemple, du musée d'Orsay que j'ai présidé il y a encore peu de temps, qui lui-même est un moment extraordinairement où s'invente la course, au fond, après le temps, le 19e siècle, avec la photographie, le cinéma, voilà. Donc un condensé, là, c'est comme si tout d'un coup, la fenêtre s'ouvrait et qu'il faut prendre en charge ce temps long, y compris dans ses décisions, effectivement, et dans sa réflexion. Alors, je me tourne vers Jean-Marc Mansvelt, chez Chaumet, dans donc, la joaillerie et les montres. C'est important quand on parle du temps. Je précise d'ailleurs qu'on peut voir en ce moment aux Beaux-Arts de Paris une exposition intitulée Végétal que la maison que vous dirigez, donc Chaumet, présente. Est-ce que c'est une exposition qui invite aussi, donc qui invite à contempler la nature? Est-ce que c'est une façon pour vous d'éclairer d'une autre façon, légèrement différente, finalement le cœur d'activité d'une maison comme Chaumet, qu'on réduit peut-être un peu trop rapidement à un mot, on parlait du mot palimpseste, au mot luxe? Alors, ce qui est sûr, c'est que cette exposition, elle est vraiment dans l'idée de la contemplation, puisqu'on invite à regarder la nature. C'est un herbier géant, 30 espèces, et vont coexister Chaumet et 300 autres œuvres. Oui, ça modifie la perspective de la maison Chaumet, puisqu'on pense que Chaumet fait des bijoux. Mais à la base, Chaumet dessine. Il n'y a pas de joaillerie comme d'autres disciplines artistiques sans dessin. Et la caractéristique, c'est cette observation fine, intime de la nature et qui fait qu'à la sortie, Chaumet, ce sont des dessins de botanistes. On est en plein dans le sujet. Et c'était nécessaire justement de rappeler ça, de rappeler que c'est vrai que souvent le mot luxe à la fois fait envie, mais peut être vu comme quelque chose peut-être de superflu, dans un contexte politique parfois mouvementé, quelque chose d'élitiste, de montrer justement, de revenir à ce métier, à l'art que contient aussi ce métier. Vous parliez de dessin, est-ce que c'est une façon aussi de renouer finalement avec un émerveillement ou un sens de l'émerveillement qu'on perd peut-être quand on pense juste bijoux, montres, luxe? Je pense vraiment qu'une pièce de joaillerie, en particulier de la maison Chaumet, c'est une œuvre d'art. Il faut 3 à 4 ans pour concevoir une collection de haute joaillerie, même aujourd'hui. L'objet emblématique de la maison, c'est le diadème. C'est pas moins d'1 millier d'heures de travail. Il faut 10 à 15 ans pour former un joaillier. C'est vrai que si on regarde que l'objet pour son côté lumineux, scintillant, on peut effectivement oublier que derrière cette apparence, qui d'ailleurs a un sens, parce qu'un bijou, c'est aussi quelque chose pour soi, mais c'est aussi quelque chose qui est fait pour l'autre. Forcément, lorsqu'on porte un bijou, ce qu'il raconte vous positionne, évidemment, et dit beaucoup à la personne qui vous regarde. C'est bien plus que l'objet. Et cette exposition vise justement à dire qu'il y a quelque chose de plus profond, mais qu'au fond, cette maison, qui a cette année 242 ans, est bien plus que dans l'ère du temps, même si elle est obligée de s'intéresser à l'ère du temps. La nature, elle est au cœur de votre passion, Louis-Albert de Broglie, vous que l'on surnomme, je ne l'ai pas dit en introduction, mais le prince jardinier, voilà, très très beau. Vous avez rassemblé une extraordinaire collection de tomates qui est devenue le Conservatoire national de la tomate.
entre autres activités et de plus en plus d'activités liées à l'écologie. Vraiment, vous allez nous en parler. Est-ce que vous avez l'impression de gagner votre temps à le perdre ou de perdre du temps pour en gagner ? Alors, tout d'abord, vous avez compris que ce qui m'anime, c'est le vivant. La tomate n'est que l'expression d'une famille avec de très très nombreuses variétés et qui donc interroge sur notre connaissance, 36 000. L'écologie, c'est effectivement, à travers une institution dont je suis le dépositaire, qui s'appelle DEROL, c'est véritablement observer. Il enlève sa veste comme moi, je viens de le faire, il fait très chaud. Il s'adapte. D'ailleurs, surtout ne soyez il pas s'adapte. Voilà. Cette DEROL est une société scientifique qui observe depuis près de 200 ans tout ce qui relève effectivement du vivant. Le vivant a cette particularité, c'est que depuis 400 millions d'années, il non seulement s'est adapté, il a évolué. Et donc on est dans le temps long, et je dirais même le temps très long, si on prend simplement la perception que l'homme pourrait avoir depuis 30 000 ans, on va dire, de ce qui est autour de lui. Donc effectivement, pour moi, la notion fondamentale du temps est un temps scientifique, vu par nous, le sapiens, qui a une subjectivité totale de ce temps scientifique. Le désastre de notre perception aujourd'hui du temps qui nous resterait, et évidemment une espèce de grand écart entre la science, qui nous interpelle depuis très longtemps, la décision politique, et surtout, et avant tout, et je parle évidemment à cette jeune génération, l'incroyable, l'extraordinaire capacité que les hommes ont à ne pas comprendre le temps, avec un égoïsme qui correspond simplement à la subjectivité qu'ils ont de leur temps. Donc effectivement, pour moi, la maxime de DEROL, et je vous encourage tous à aller voir ce musée scolaire rue du Bac, c'est observer, comprendre, apprendre, rêver, s'émerveiller, préserver et transmettre. Et dans la transmission, il y a tout simplement cette grande interrogation: à qui on transmet et pour combien de temps? Donc vous ne gagnez pas du temps, vous offrez du temps, finalement, Louis Albert de Broglie, à ces nouvelles générations. Vous leur offrez le temps. Alors d'abord, ce n'est pas moi qui leur offre, ce sont effectivement leurs yeux qui, s'ils continuent à s'émerveiller, dans une société où la consommation n'est autre que les petites digressions quotidiennes que l'on a évidemment avec ce qui n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est préserver, encore une fois, ce qui vous permet de respirer. Je pense qu'il y aura une question sur les arbres, entre autres, capter le carbone, mais en même temps de vous nourrir. Et se nourrir, effectivement, ça s'appelle tout simplement le vivant, et en même temps de s'émerveiller, et c'est la culture. Alors, en vivant, en écrivant, je me tourne vers Emmanuel de Varesquiel. Vous avez écrit une dizaine de livres d'histoire qui ont connu un grand succès. Je pense à votre Talleyrand, par exemple. Vous avez publié récemment Voyage autour de mon enfant chez Talandier, où vous racontez pour la première fois vos souvenirs de jeunesse. C'est cet ouvrage qui a été couronné par le prix Jean d'Ormesson. Je me souviens que dans votre discours, quand vous avez reçu le prix, vous avez parlé du merveilleux. Merveilleux, c'est-à-dire un mot qu'utilisait souvent Jean d'Ormesson, s'émerveiller, l'étonnement aussi, c'est un mot qu'il aimait beaucoup. Est-ce que l'histoire, est-ce que l'écriture sont des activités qui vous relient à un certain émerveillement et à un autre rapport au temps, et encore plus quand on est historien comme vous? C'est sympa d'avoir invité un historien pour parler du temps. On ne peut pas faire de l'histoire sans avoir de sensibilité au temps, et le temps, c'est l'objet principal de l'histoire, et tout ce qui se raccroche au temps, c'est-à-dire les contextes qui changent sans cesse, les mentalités, les façons d'être, de se comporter, de se parler. Donc tout ça, ça relève du temps. L'historien travaille sur les rapports de temps entre le passé et le présent,
il essaye de comprendre la façon dont le temps d'une époque précise qui s'inscrit dans le passé évolue à travers des mémoires qui se contredisent les unes les autres et qui relèvent de ruptures ou de continuité mémorielle et qui relèvent aussi des évolutions de contexte, d'évolutions politiques ou sociales ou économiques qui font que ces mémoires se transforment au fur et à mesure. Donc tout le travail de l'historien, c'est de travailler sur les ruptures et les continuités de temps, sur les anachronismes, sur les transformations, sur les recompositions d'un événement ou d'un personnage. Et donc c'est vraiment le passé, le temps est essentiel. On ne peut pas faire de l'histoire, évidemment, si on n'entre pas dans le temps et si on ne comprend pas, au fond, cette extraordinaire étrangeté qu'est le passé par rapport au présent. On fait souvent, je parlais d'anachronisme, on fait très souvent des anachronismes et on a un peu tendance à entrer dans le passé à pieds joints en pensant que le passé est l'équivalence du présent. Mais en réalité, le passé est quelque chose de très, très étrange. Vous savez, il y a cette phrase merveilleuse au début de The Go-Between du film de Losey. Je la dis en anglais, mais je pourrais la traduire en français. Past is another country, they do things differently there. Le passé est un autre pays, ils font des choses différentes là-bas. Voilà, et tout le travail, et je dirais la difficulté qui se pose à l'historien, c'est d'essayer de comprendre cette étrangeté-là. Quand on entre dans le passé, on se réveille dans un autre univers, on sort d'un sommeil qui ne devrait pas être habité par des fantômes du présent. Voilà, et on essaye de comprendre quelque chose qui nous est tout à fait étranger. Le passé n'est ni une boîte à outils qui permettrait d'expliquer le présent, ni une sorte de paradis perdu sur le mode le passé est mieux que le présent, qui serait une sorte de consolation des difficultés et des tristesses que nous éprouvons à l'exercice du présent. Il peut permettre quand même, vous dites c'est pas une boîte à outils pour comprendre le présent, il permet aussi parfois de prendre une distance critique nécessaire pour mieux regarder le présent. Bien sûr. Oui. Le travail critique des sources qu'opère l'historien, cette mise en comparaison des sources en fonction de la nature des sources, en fonction du temps des sources, est évidemment un formidable exercice d'analyse critique d'un moment donné de l'histoire qui éventuellement peut servir à la critique du présent. Dans ce sens-là, du point de vue de la méthode, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Mais pour autant, et en évitant de faire des anachronismes, on ne peut pas décalquer une situation donnée, dans la mesure même où les contextes changent tout le temps, décalquer une situation donnée du passé sur le présent. Voilà. C'est ce que souvent les journalistes font, à mon avis à tort, et se servent du passé pas les historiens. Les historiens essayent de ne pas le faire, parce que sinon il faudrait qu'ils fassent du journalisme, justement. Voilà. C'est pas tout à fait le même métier. Et quelquefois, dans les débats auxquels je peux participer à droite ou à gauche, on a ce sentiment-là, que le passé est utilisé comme un argument légitimant une situation donnée ou un événement précis du présent. Là, vous pensez, je suis sûr, aux journalistes qui veulent devenir candidats au présidentiel. Non, qui souvent se servent du passé d'une certaine façon. Je pense aux débats sans fin qui ont eu lieu autour du bicentenaire de la mort de Napoléon, où on s'est servi hors contexte d'un certain nombre de choses, notamment du rétablissement de l'esclavage par Napoléon au début du consulat, comme un argument politique dans un débat très particulier qui relève du présent et pas du passé. Exactement, voilà. Non, on comprend très bien. Une petite question personnelle pour vous quatre, puisque on a quand même un mot, on parle de la beauté des mots, palimpseste tout à l'heure. S'émerveiller. La dernière fois, Laurence Descartes, vous êtes émerveillée. Hier au Louvre. Et devant quoi? Enfin, pas forcément d'ailleurs, peut-être pas devant une œuvre d'ailleurs. Non, c'était en traversant la cour Carrée, vous voyez, donc qui est juste un des plus beaux endroits du monde, un manifeste d'architecture. Voilà, je me disais que d'abord j'avais beaucoup de chance de faire le métier que je fais et que il fallait absolument, pour le public d'aujourd'hui et de demain,
prendre toutes les dimensions du Louvre en compte, c'est-à-dire bien sûr le plaisir, la beauté des collections, savoir faire de belles expositions, savoir redonner envie aux uns et aux autres de venir au Louvre, mais qu'il fallait absolument complètement jouer de cet extraordinaire bâtiment, de ces jardins. Vous savez que le Louvre s'occupe des Tuileries aujourd'hui aussi, et que ça c'était fabuleux, quoi. Donc ce que vous nous dites, c'est que c'est le plus bel open space de Paris, hein, comme on peut dire. Voilà. Oui, on peut le dire comme ça, si vous voulez. Oui. C'est que devant, en vous émerveillant de la beauté de cet open space, en fait, vous avez immédiatement commencé à travailler. C'est-à-dire de cet émerveillement était suivie une réflexion sur ce qu'il fallait faire. Oui, bien sûr, parce que le lieu vous inspire, évidemment. Ça aide en fait à réfléchir. C'est essentiel. Et en fait, vous emmenez ces idées avec vous vivez avec, et puis un jour, vous discutez avec des collaborateurs, etc. Et puis les idées naissent avec d'autres grands musées à travers le monde. C'est comme ça. De l'émerveillement. Bien sûr, bien sûr. Moi, je crois beaucoup à ce moteur dans tout simplement dans les métiers qui sont liés à la culture, à la création, au patrimoine. Je pense que c'est absolument essentiel. Il y a beaucoup d'autres questions en jeu. Des tonnes de questions en jeu, et des questions beaucoup moins amusantes, beaucoup plus techniques. Mais s'il n'y a pas ça, je ne mérite pas, si je ne suis pas émerveillé quand je vais au Louvre tous les matins, je ne mérite pas l'extraordinaire job que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est certain. Louis-Albert de Broglie, la dernière fois que vous avez senti l'émerveillement en vous? Une question personnelle? Ah bah oui, ce sont les meilleurs. Donc c'est indiscret. Enfin, les meilleurs des réponses. Donc c'est indiscret. Dans les limites de la décence, voilà. Il y a quand même des jeunes générations, comme vous avez dit tout à l'heure. Bon, on va parler de jeunes générations. J'ai un fils qui a 3 ans et demi et qui a exprimé il y a quelques jours ses premiers mots et ses premières émotions. Il les a verbalisées. Et ça nous interroge tous sur d'abord l'innocence, qui est un uppercut quand on a l'âge qu'on a. Parce que ce sont d'abord des mots d'amour. Puis j'interroge sur une autre chose qui s'appelle la responsabilité, que vous avez certainement tous partagé pour ceux qui en ont. Mais aujourd'hui, la responsabilité d'un père, d'une mère, j'imagine, sur le temps, c'est de se dire que ce petit garçon, il en a 3 ans et demi, dans 96 ans et demi, il aura 100 ans. Ou 97 ans et demi, il aura l'âge d'Edgar Morin. Qu'est-ce qu'on aura fait pour lui? Qu'est-ce que j'aurais fait pour lui? Et donc l'émotion, si c'était le sujet, c'est la question. Oui, et comme disait Laurence, finalement, devant ces mots, j'allais dire ces petits mots, mais ces mots essentiels, on vous sent très ému, et je vous remercie de partager ça avec nous, parce que c'est beau. Très vite, en fait, vous vous êtes aussi mis à réfléchir, je reviens à l'intitulé, c'est-à-dire s'émerveiller, contempler, et si on gagnait du temps à le perdre, je ne sais plus d'ailleurs, j'aime pas tellement cette phrase de Rousseau, vous avez compris, mais c'est-à-dire que très vite, en fait, devant cet émerveillement, cette contemplation, vous êtes mis à penser et déjà presque à agir sur ce que vous alliez faire pour les générations qui viennent, pour lui, mais les autres lui, quoi. Alors, c'est certain que j'en ai fait mon métier. J'avais mal commencé dans la vie, j'étais banquier. Donc, mais c'était à très très longtemps, rassurez-vous. Que puis-je dire? Dans le fond, ce qui nous sépare du futur qu'on ne connaît pas, pour parler comme les historiens, c'est qu'on passe son temps à se demander si par hasard on va faire un nombre d'erreurs considérables qui va modifier le cours du temps. On passe pas son temps à se dire on a raison, parce que par définition, ce n'est que le temps qui nous jugera. Donc, dans cette urgence, moi je suis rousseauiste. Vous savez, Rousseau, vous l'avez cité, mais il y avait une sorte de raccourci. Il est urgent d'attendre. Et pour ceux qui aiment la forêt, et Rousseau se promène, et tous les grands, j'allais dire les écologues,
ont connu cette promenade et cette retraite dans la forêt de Walden, il est préférable de regarder et d'écouter un arbre pousser que de le voir tomber. Et donc, oui, mon aspiration profonde pour lui, c'est qu'il soit pétri par ce temps long et dans cet exercice très complexe qu'il aura à, c'est-à-dire arbitrer en permanence avec tous les désordres qui sont probablement ceux qu'il aura par rapport à nous qui sommes d'une génération, on a connu peu de désordre. C'est le préparer. Oui, il arrive là. Il arrive. La dernière fois, Jean-Marc, que vous êtes émerveillé. Bon, c'est pas facile de... Ah bah là, il a mis la barre très haut. Il a mis la barre très haut. Donc moi, je vais plutôt rebondir sur ce que disait Laurence Descartes. Peut-être deux choses. Un, à la fois de découvrir une collection de haute joaillerie qu'on présente dans quelques jours et redécouvrir l'extraordinaire beauté des pierres. Voilà, un diamant magnifique. Un diamant, c'est quoi ? C'est une cristallisation pendant quelques millions d'années, à peu près 50 000 fois la pression atmosphérique, à peu près 1000 degrés. Et c'est d'une beauté absolue, c'est d'une forme de transcendance. Donc c'est à la fois ça, le présent, les créations d'aujourd'hui, et puis c'est en même temps, je rebondis de nouveau sur l'exposition, c'est de voir une tapisserie du XVIe siècle qui vient du Vatican, le prêt extraordinaire que le Louvre, et je remercie encore Laurence Descartes, nous a fait avec le printemps et l'été d'Archimboldo qui sont à l'exposition. Et d'ailleurs, tout de suite, de se mettre en mouvement avec l'ensemble des équipes de la maison, parce qu'on est obsédés tous par le partage. Cette maison n'existe que parce qu'elle traverse le temps et parce qu'elle partage, voilà, pour les générations actuelles et prépare le futur. C'est quel est le projet suivant pour provoquer de l'émerveillement, pour nous d'abord, et puis pour l'ensemble du public, tous ceux qui viennent nous voir, nous visiter. Pour nous, ça, c'est vraiment très important. Et donc, c'est l'émerveillement pour soi et puis l'émerveillement à partager. C'est amusant parce que quand j'ai interrogé Laurence Descartes, c'était pour le point sur les œuvres qui lui évoquaient le plus le rapport au temps, c'était Archimboldo. On en parlera peut-être tout à l'heure. Emmanuel de Varesquiel, la dernière fois que vous êtes émerveillé. Alors, je m'émerveille pas tant que ça sur moi-même. Ah non, mais je vous demandais pas si c'était pour vous-même. C'est pas obligé, hein. Je m'émerveille de mes personnages sur lesquels je travaille. Et le dernier émerveillement, c'est à l'occasion de l'écriture d'une biographie d'un personnage très compliqué, mais ô combien passionnant, qui s'appelle Joseph Fouché, qui a été le ministre de la police de tous les régimes depuis... et terroriste sous la Révolution depuis 1993 jusqu'à... Il a même réussi à servir, à être le Premier ministre du propre frère de celui qui l'avait conduit à la guillotine, c'est-à-dire de Louis XVIII, frère de Louis XVI, dont il a voté la mort et qui est guillotiné, place de la Révolution, comme vous le savez tous, le 21 janvier 1793. Quelquefois, les dates sont importantes en histoire. Et cet émerveillement-là, il a été provoqué. J'étais bloqué sur cette biographie. J'étais bloqué sur l'écriture de la biographie, sur la construction psychologique de mon personnage, qui est très secret, comme tout bon policier l'est souvent, et qui avait, pensais-je, brûlé l'intégralité des lettres, ce qu'on appelle les lettres de l'intimité, de ses lettres à sa femme, à ses enfants. Et puis un soir, alors que j'étais vraiment perplexe, je reçois un coup de téléphone. Alors j'ai pas de portable moi, donc ça c'est aussi un rapport au temps très particulier de ne pas avoir de portable. C'est intéressant de le souligner. J'ai un fixe et donc le téléphone sonne. Mais les historiens souvent n'en ont pas, les journalistes sont obligés d'en avoir. Je vous garantis que je suis le dernier. Je suis le dernier à rester dans la grotte. Mais j'aime bien les grottes. Et donc le téléphone sonne, une voix féminine que je ne connais pas se présente et me dit à peu près de but en blanc, je viens de perdre mon père. Et mon père, avant de mourir, m'a dit « Appelle Emmanuel de Varesquiel, car nous avons des archives. » Et ces archives, en fait, cette femme descendait d'un notaire parisien qui avait été le notaire du fils de mon personnage, de Joseph Fouché, qui était détenteur de toute la correspondance intime de Fouché à sa femme.
Et grâce à ça, grâce à ce coup de téléphone, et ça c'est c'est à la fois un émerveillement et c'est une montée d'adrénaline pour un chercheur, parce que l'historien c'est un homme de traces. Cette merveilleuse phrase d'André Breton au début de Clair de Terre, elles gisent encore là, les traces de l'étincelante armure. Bien voilà, nous sommes à la recherche de l'étincelante armure. Donc quand on a un coup de téléphone comme ça, on est émerveillé. Merci pour cette phrase. Nous sommes à la recherche de l'étincelante armure. Ça aurait pu faire un bel intitulé. Je vais le garder parce que j'aime beaucoup. C'est pas de moi. Non, mais je vous remercie aussi de la partager avec nous aujourd'hui. On va passer la parole aux étudiantes et aux étudiants. Je vais demander à Angélique Sartre, de poser une question pour Laurence Descartes. Et vous devez vous présenter, vous savez. D'accord. On m'entend là? Oui. Vous racontez tout sur vous. Voilà. J'ai préparé une petite présentation. Non, je rigole. Mais je m'appelle Angélique Sartre. Je suis étudiante en double master de lettres et philosophie. Voilà. Et donc j'ai une question pour Madame Laurence Descartes. Alors je me demandais dans quelle mesure le rapport individuel à l'œuvre d'art pourrait être le modèle d'un nouveau rapport au temps. Et quel rôle finalement le musée pourrait jouer dans cette création, cette constitution d'un nouveau rapport au temps? Alors, si je pars un peu du Louvre, vous savez que je pars du temps moyen de visite du Louvre est de 2h30. Les visiteurs passent en moyenne 2h30 au Louvre. C'est énorme, 2h30 dans le monde d'aujourd'hui. Et ça dit quelque chose. Enfin, je trouve que ce chiffre est évidemment fascinant. Et immédiatement, ce qu'on se dit, c'est que que les visiteurs ont pris ce temps, ont décidé à un moment donné de prendre ce temps dans leur vie, leurs vacances, leurs moments dans la semaine, le week-end, peu importe, et qu'ils se sont réservés ce temps. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de relier cette idée à l'idée qu'il faut défendre aussi l'idée que le musée est un lieu de plaisir. Un plaisir qu'on s'accorde, un plaisir qu'on partage, ce qui n'enlève pas, évidemment, la question éducative ou la curiosité historique ou esthétique, mais que ce moment-là doit être un moment de plaisir. Et tout l'effort, à mon avis, de ceux qui travaillent notamment au Louvre en ce moment, mais dans d'autres grands musées, c'est dans ce moment de sortie de crise, où on a été beaucoup privé de la visite au musée, et où de façon très évidente, le numérique n'a pas remplacé cette expérience physique, parce que le musée, c'est une expérience physique. Et l'expérience d'un lieu, je parlais de la cour Carrée tout à l'heure, mais ça peut être la Grande Galerie, ça peut être la cour de Khorsabad. C'est quelque chose que l'on ressent physiquement et qui constitue vraiment le noyau de l'émotion. Donc, pour moi, si vous voulez, c'est vraiment trouver ce temps que l'on se donne, que l'on partage ou que l'on garde pour soi. Et à partir de ce moment-là, il n'est plus question de perdre ou de gagner du temps. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'être au fond face à soi-même au musée. Et ça, c'est aussi un défi, parce que on est face à sa propre ignorance. La plupart d'entre nous, devant les 35 000 œuvres exposées au Louvre, nous sommes parfaitement ignorants. Et je suis la première d'entre nous à être ignorante. Donc, c'est toujours difficile d'être face à son ignorance. Donc, si vous voulez, c'est de trouver l'équilibre aujourd'hui entre justement la curiosité, l'envie de connaître, mais qui doit passer par un sentiment de plaisir, d'épanouissement aussi dans ces lieux, qui vous amène à découvrir, à ouvrir votre regard, à comprendre que la beauté du monde est diverse, et c'est aussi la grande leçon du Louvre, on l'oublie trop souvent, et que un endroit comme le Louvre vous donne la perspective du temps long aussi, vous donne la réflexion sur l'histoire aussi. Et c'est important. Aujourd'hui, nous sommes dans des moments tellement ramassés, enfin, on est tellement dans l'instantanéité, que des lieux comme le Louvre, précisément, vous permettent de mettre les choses en perspective et une fois de plus, de vous confronter à la part la plus précieuse et aussi souvent la plus fragile de la mémoire des hommes, tout simplement. Donc, c'est des lieux très forts. Mais ma mission, c'est de les rendre les plus accessibles possibles, physiquement d'ailleurs accessibles. C'est pas simplement un gadget répété à l'envi par le ministère de la Culture, vraiment accessible, et de ne pas oublier le plaisir, le bonheur qu'il y a à fréquenter ces lieux. Voilà. Et d'ailleurs, on l'a vu quand certains
soldats, enfin certains êtres humains détruisaient des œuvres d'art. Ils ne détruisaient pas seulement des œuvres d'art, mais une mémoire. Vous avez eu raison de rappeler aussi ce que c'est qu'une œuvre d'art. C'est aussi une part de notre mémoire et qu'il s'agit aussi de conserver. D'ailleurs, c'est votre métier. Vous êtes conservatrice, en fait. Vous l'aimez ce mot ? Pas du tout. Voilà. Non, je ne l'aime pas du tout. Non, mais je porte avec fierté ce titre que m'a donné la République. C'est un concours, donc celui des conservateurs. Non, parce que le mot est très connoté en français par la force des choses, et le mot anglais est de ce point de vue-là plus satisfaisant. Comment on dit ? Ah, curator. Oui, mais ça c'est pour les expos. Non, on le dit, c'est le terme historique. Curateur, to curate, c'est un mot qui a une vraie histoire dans la langue anglaise et qui est, à mon avis, beaucoup plus satisfaisant que la vision républicaine de la chose. Mais bon, il y a l'idée de conserver dans un endroit, d'abriter, de bien préserver, sûr, c'est important, mais ça n'est qu'une part de notre métier. C'est peut-être ce qui me gêne, c'est que conserver est une chose et on sait le faire et on le fait tous les jours avec beaucoup de technicité, de talent, d'engagement. Les 2200 personnes qui travaillent au Louvre, elles sont là pour préserver, bien sûr, et pour transmettre. Mais ça n'est rien si nous ne sommes pas capables précisément de transmettre au public d'aujourd'hui et de demain. Voilà, donc ça n'est qu'une part du métier, j'allais dire. Question pour Jean-Marc Mansveld de Kalilou Diaby. Oui, vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonjour à tous, merci d'être là. J'avais une question pour vous. En fait, la question c'était, à votre avis, est-ce que le luxe est toujours synonyme d'émerveillement ? Premier point. Et le deuxième point, c'est que vous avez parlé des conditions à réunir pour fabriquer un joyau. Vous êtes plus fasciné par tout ce chemin-là ou par l'élément lui-même ? Vous avez 4 heures. Peut-être sur le premier élément. Personnellement, je ne sais pas définir le luxe. Pour moi, le luxe, à la fin, c'est des créations, c'est des objets magnifiques, c'est des œuvres. Et oui, en général, ça provoque, en tout cas, de l'étonnement, souvent du merveilleux. Ça peut vous surprendre, mais je trouve qu'une paire de souliers magnifiques, c'est comme une sculpture. Bon, en plus, avec un petit défi qu'il faut que ça soit porté, donc il faut que ce soit confortable. Et évidemment, un joyau, c'est absolument un objet merveilleux, parce que il y a une histoire, il y a une culture, il y a un style, il y a des gens qui l'ont fait, des personnes qui ont travaillé dessus pendant des mois et des mois et des mois. J'ai parlé tout à l'heure de la pierre, qui est quand même une beauté absolue. On est chez Chaumet face à des pierres merveilleuses, mais on continue à s'étonner et s'émerveiller tous les jours, à la fois du diamant, mais aussi d'une spinelle, voilà, de ces couleurs incroyables et improbables que la Terre peut générer. Donc oui, c'est vraiment le merveilleux. Un sac, de la maroquinerie, franchement, je trouve que c'est sublime, parce que c'est un objet magnifique. Le travail de la teinture de tranche, de la piqûre, quand dans certaines maisons on va au millimètre près faire des centaines de piqûres qui sont toutes équidistantes de la même façon. Il y a une maîtrise, une technique, donc c'est à la fois une émotion et tout de suite après on y réfléchit. Et sur la deuxième partie de votre question, en fait là vous avez un peu répondu à cette deuxième partie aussi. Alors c'est parfait. Parfait. Il est très bon, Jean-Marc, il arrive. Voilà. Alors, une question pour Louis-Albert Debreuil de Clara Marigot. Bonjour à tous, merci d'être avec nous, c'est très plaisant. Voilà, donc moi c'est la question sur les arbres, la fameuse, voilà, qui était attendue. Donc voilà, donc... Ben oui. Donc les arbres sont l'empreinte du temps, mais aujourd'hui ils sont la cible de promoteurs ou de toutes sortes d'intérêts qui visent à les détruire. Et au vu des changements climatiques et des besoins actuels, le temps peut-il être rattrapé grâce à la contemplation de la nature ? Voilà, c'est ma question. Alors, Clara, c'est intéressant pour 2 raisons. D'abord parce que j'aime à dire et à répéter ce que certains ont dit avant moi, évidemment, c'est que qu'est-ce que c'est le bois ? Ce n'est que la mémoire de l'arbre. Or, aujourd'hui, comme tout le monde le sait, les arbres sont des puits de carbone. Mais plus que des puits de carbone, par la photosynthèse, c'est ce qui nous permet globalement de respirer.
Donc les arbres sont constitutifs. D'abord, ils existent depuis le Dévonien. Alors, tout le monde sait que le Dévonien, c'était pas hier. On a l'extinction des dinosaures en 65 millions d'années. Le Dévonien, c'est 400 millions d'années. Ce qui veut dire, en quelque sorte, qu'ils étaient là avant nous. Ils ont contribué au fait que cette Terre unique dans le cosmos, théoriquement en tout cas, est vivable grâce, entre autres, aux arbres. Quand on a dit tout ça, le sujet, effectivement, c'est qu'on a tendance à réguler les forêts en partant du principe qu'en les coupant, on peut les transformer, ce qu'on appelle en termes techniques d'urbanisme, c'est-à-dire l'artificialisation des sols, en, lieu de résidence, de ville ou de champs cultivés, pour certains qui connaissent effectivement la destruction de l'Amazonie pour en faire des champs. Donc, la réponse à la question, c'est est-ce qu'on ferait mieux de les observer et de les préserver? La réponse est oui. Par contre, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il ferait qu'on fasse grandir, non pas la forêt en France, car elle grandit en France, mais dans le monde, plutôt que la réduire. Vous savez, c'est plusieurs centaines de milliers de terrains de football qui disparaissent chaque année. C'est un acte politique. L'écologie est un acte politique, pas au sens des partis, mais au sens de la façon dont on a envie de construire le monde de demain. Et donc, l'arbre est le symbole parfait, d'abord parce que techniquement, c'est une machine incroyable. Et je rappelle simplement cette tragédie que j'espère vous n'avez pas connue, qui est l'accident de voiture contre un arbre. Les habitants, les occupants de la voiture meurent et l'arbre continue à vivre. Et donc, pardon ? Que disait notre historien ? En général, je ne sais pas si on le coupe, mais en tout cas, ça exprime le fait que l'arbre a une résilience lui-même tout à fait exceptionnelle. Donc, il faut considérer effectivement que l'arbre, non seulement a sa place dans notre société, il était là avant nous, il sera là après nous. Antoine Ly, vous aviez une question aussi. Merci. Toujours pour lui Albert Debray. Concernant votre collection de tomates et l'arbre et les tomates et le Conservatoire national de la tomate, pensez-vous que l'émerveillement face à des choses considérées comme ordinaires est capable de provoquer de grands changements? La réponse est oui. Quand j'ai créé le Conservatoire national de la tomate, plus exactement j'ai initié en 92, mon camarade Emmanuel se demandait ce que j'allais faire dans ce landerneau de la tomate. T'es pas obligé de répondre. C'est vrai. Et il se posait même pas la question d'ailleurs. Il s'apitoyait sur mon sort. Mais ma femme de l'époque aussi. Et ça veut dire simplement que les tomates étaient rondes, rouges et sans saveur. Et on ne soupçonnait pas qu'il en existe aujourd'hui, répertorié, plus de 36 000. Ah oui. Et donc, cette extraordinaire diversité, ça s'appelle pas autre chose que le patrimoine génétique. Et la différenciation entre une variété et une autre, c'est qu'elle a un patrimoine différent. Et donc, cette diversité est d'une richesse exceptionnelle. Est-ce que ça peut changer le cours du temps, un peu comme l'effet papillon? La réponse est oui. Ça a sauvé l'industrie de la tomate. L'industrie de la tomate, comme vous le savez, c'est l'industrie de fruits avec le riz la plus importante au monde. Donc, la réponse est oui, mon capitaine. Merci. Clara Marigot pour Emmanuel de Varesquiel. Rebonjour, du coup. Alors, du coup, j'ai une question un peu. On en a déjà un peu parlé. Donc, est-ce que pour vous, la contemplation du passé peut nous aider à comprendre le présent ou à même anticiper le futur? Et est-ce que, selon vous, ça peut nous permettre d'éviter de répéter les mêmes erreurs et donc, par le fait de gagner du temps? Oui, merci de cette question. Est-ce que vous faites des erreurs, en fait, en tant qu'historien connaissant le passé? Alors, évidemment. Mais on ne contemple pas le passé. Si on contemplait le passé, on n'aboutirait à rien. On l'analyse, on essaye de le comprendre, de l'expliquer, d'en donner des clés de compréhension. L'histoire, c'est de la complexité, c'est pas de la contemplation.
Même si, à propos du thème perdre son temps, je pense que l'historien a tout intérêt de temps en temps à perdre son temps. Par exemple, je suis assez sceptique par rapport aux jeunes historiens, à la jeune génération parmi mes élèves, sur l'usage des algorithmes, des indexations. J'utilise souvent cette métaphore de la forêt, puisqu'on parle d'arbres et de forêt, de la forêt de la clairière. C'est-à-dire que pour arriver à la clairière, c'est-à-dire au résultat à l'aboutissement de ces recherches, il faut se perdre dans la forêt. Quand on a un carton d'archives devant soi, d'abord, il y a quelque chose, à propos d'émerveillement, il y a quelque chose d'absolument merveilleux. Le contact de l'archive, le papier, l'encre, les repentirs, le cachet de cire, tout ce qui tourne autour de l'objet, de la matérialité de l'archive est quelque chose d'incroyable. On a l'impression précisément de sauter dans le passé à pieds joints de ce point de vue-là. Mais le fait d'avoir un carton d'archives en face de soi, on cherche quelque chose de particulier dans un domaine, par rapport à une recherche précise. Mais on va compulser des dizaines et des dizaines de lettres qui ne vous seront a priori pas utiles, mais qui en réalité le seront, parce qu'elles vous donneront, elles vont vous permettre de vous acclimater à un passé donné, à un climat particulier, comprendre. Vous savez, l'historien est un peu climatologue ou géographe, c'est-à-dire qu'il faut qu'il sente l'air du temps, du passé sur lequel il travaille. C'est très très important ça. Et pour ça, il faut se perdre dans les archives et donc perdre du temps avant d'arriver à la clairière. C'est vraiment essentiel. Ne pas trop se presser. Et de ce point de vue-là, l'un des personnages sur lesquels j'ai travaillé, qui est un grand diplomate français du tournant du 18e et du 19e et qui s'appelle Charles-Maurice de Talleyrand, était tout à fait d'accord avec moi. Enfin, on n'en a pas parlé directement, mais je pense qu'il m'aurait approuvé. La phrase de Talleyrand que je préfère, et ça vaut d'ailleurs pour l'activité diplomatique qu'il a prononcée devant Louis XVIII à l'époque des 100 jours, au moment où il perdait un peu de temps avant de le rejoindre sur la route de Paris en juin 1815. Et il lui dit: Sire, voyez-vous, dans ma vie, je ne me suis jamais pressé, et pourtant, je suis toujours arrivé à temps. Très bien. Il faut retenir tout ça. Un Talleyrand, ça marche par tous les temps, je veux dire. Lucie Gallaret. Question pour Laurence Descartes. Merci. Alors déjà, merci beaucoup pour toutes vos réponses qui sont toutes très intéressantes. Et donc, j'avais effectivement une question pour Laurence Descartes. On en a déjà parlé un petit peu. Mais certaines personnes vont considérer que visiter des musées et contempler des œuvres d'art est une véritable perte de temps. Donc, elle a bondi, vous voyez pas, mais oui. Non. Donc, selon vous, quel serait peut-être le gain potentiel individuellement ou collectivement à la contemplation et à l'émerveillement qu'on peut ressentir devant certaines productions artistiques ? Alors d'abord, on a le droit de ne pas aller au musée et on a le droit de ne pas aimer ça. C'est tout à fait normal. Et on peut avoir des moments dans sa vie où on n'a pas du tout envie d'aller au musée. Moi, j'ai très très peu fréquenté les musées quand j'étais adolescente, par exemple. Parce que je ne pensais pas du tout qu'un jour, d'ailleurs, je travaillerais dans les musées. Donc, je veux dire que... Bon, voilà. Donc, voilà, c'est pas une obligation. On est dans un domaine où, une fois de plus... est une question de rencontre avec soi-même et pour que cette rencontre aussi se fasse, il faut qu'on vous tende la main. Il faut qu'il y ait un moment quelqu'un qui vous amène au musée ou qui vous donne envie d'aller au musée ou que le musée lui-même vous donne envie d'aller vers lui, de le fréquenter, si possible d'y revenir, pour précisément se retrouver face au fond fondamentalement de l'émotion, parce que je pense que c'est d'abord l'émotion qui va prévaloir dans le musée, dans l'exposition, et puis après la curiosité, la connaissance, l'envie d'approfondir un artiste, un mouvement, une civilisation, que sais-je, mais l'histoire même du Louvre, si on tombe sous le charme de ce lieu. Donc je pense qu'il ne faut pas... l'obligation culturelle est quelque chose que je trouve redoutable. C'est le pire des tue-l'amour, si vous voulez, pour ceux qui aiment vraiment ça. Il faut être aussi quelquefois surpris, aimer ce qu'on ne pensait pas aimer. On peut passer pendant
des années devant un tableau, ne pas le comprendre, et puis un jour le comprendre. Oui, moi j'ai souvent dit que vous voyez, j'ai présidé Orsay, j'ai souvent dit que j'avais mis beaucoup de temps à aimer et à comprendre Cézanne. C'est un immense artiste. Aujourd'hui, c'est un de mes artistes préférés, un de ceux qui me bouleverse le plus dans son Qu'est-ce que vous n'aimiez pas ou parce que je le trouvais difficile, je trouvais sa peinture difficile, exigeante, sans doute trop exigeante pour la jeune femme que j'étais. Et j'ai été plus séduite par peut-être le charme plus immédiat d'autres artistes du 19e siècle, sans doute plus séduite par Manet, que j'aime toujours avec passion. Mais voilà, et un jour, voilà, l'œuvre vous parle, et là tout change. Mais c'est la même chose, je pense, avec la littérature. Vous pouvez, la première fois que j'ai lu Proust, j'étais ébloui par le style, mais je crois que j'ai absolument rien compris. J'en suis à ma 3e lecture de La Recherche et je trouve ça absolument fantastique. Je l'avais invité parce que je trouvais que sur le temps il était pas mal, mais il n'était pas libre. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais sur le temps, mais voilà. L'auteur est actuellement absent de Paris, comme on dit. Exactement. Question, Brice Delamarre. Merci. Alors, pour vous, Monsieur Mansveld, vous avez parlé que la mode était aussi un art à travers l'exemple du soulier que vous citiez précédemment. Est-ce que la mode permet-elle, comme l'art, d'initier un rapport au temps fondé sur la contemplation et l'émerveillement, ou ne peut-elle sortir de la logique capitaliste et productiviste? Ah voilà, le mot était capitaliste. C'est vrai que c'est industrie, capital... Ouais. De fait, il faut le reconnaître, c'est quand même l'un des grands métiers qui fait que la France rayonne dans le monde entier depuis très 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 longtemps, et c'est probablement l'une des choses qui fait que la France est connue dans le monde entier et il y a une place particulière. Quand on pense à la Révolution française et à ce que Napoléon et Joséphine, chers au cœur de Chaumet, ont fait pour restaurer tout ça, on sait que c'est important. Je pense que je pense que les créations dans le domaine de la mode sont des œuvres, créent de l'étonnement, du merveilleux. Voilà, c'est de nature différente. Probablement, je pense qu'il y a une différence entre la mode. La mode, c'est quand même la saison. C'est vraiment être à la pointe de la saison. C'est acquérir avant l'autre. C'est souvent d'ailleurs de l'instant qu'on l'a dans les mains, on pense déjà à la suite. On est dans une espèce d'urgence permanente. Donc c'est un temps ultra court, et qui d'ailleurs s'est beaucoup raccourci. Aujourd'hui, les grandes maisons de mode vont avoir 6 à 8 collections par an. Donc le temps de création est très court, le temps de fabrication est ultra court, le temps de commercialisation est très très court, on passe à la suite. Comme disait, je vous interromps, mais Karl Lagerfeld, la mode, c'est ce qui se démode. Oui, mais quasiment le jour même, le soir même du défilé, quasiment. Mais en soi, c'est très remarquable, parce que c'est une maîtrise aussi qui est extraordinaire. C'est de la créativité, de la maîtrise. Le temps va précisément faire la différence, par exemple, entre beaucoup des objets de mode et la joaillerie. La joaillerie, c'est l'opposé, c'est le temps long. Pour une maison comme Chaumet, c'est plus de 240 ans. Je le disais tout à l'heure, former un joaillier, c'est 10 à 15 ans. Inventer une collection de haute joaillerie, comme celle qu'on va présenter dans quelques jours, c'est 4 ans de travail. Fabriquer un diadème, c'est 1000, 1500 heures aisément. Et pour la personne qui vient, en général, elle vient plusieurs fois dans un magasin pour y réfléchir. Elle va y réfléchir au plan de l'investissement, puis elle va surtout y réfléchir au plan de la transmission. Et c'est vrai, pas seulement pour de la haute joaillerie. Quand on pense chacun à nos parents, souvent on reçoit en héritage leur alliance, qui est un témoignage fabuleux qui nous accompagne, un talisman, quelque chose avec lequel on reste très proche. Ou leur montre. Plus, vous revenez souvent sur la montre. Oui, je trouve que c'est un objet qui me fascine, qui m'angoisse à la fois. Donc, mais c'est pas à moi d'en parler ici. Donc je suis très heureux de ne pas avoir en parler. Ça vous va ? Il y avait une question, je vais quand même la poser, Jean-Marc, que vous aviez, je ne sais plus qui voulait la poser, mais la deuxième, je la trouvais très très intelligemment et espièglement formulée. La perte de temps de vos clients admirant les bijoux vous fait-il gagner le vôtre ? Et je la trouvais savoureuse. Bon, je pense que je vais rebondir sur certaines choses qui ont été dites. Nous, on est très fiers quand un client décide de prendre le temps de venir chez nous et de passer 1h30, par exemple, au 12 Vendôme.
Donc on n'est pas aux 2h30 du Louvre. Absolue merveille, cadeau que Paris offre au monde entier. Mais ça, on en est très fiers déjà. Et la conversation qui s'établit entre notre client et nos équipes est extraordinaire. D'abord, on se découvre mutuellement. Parce qu'on va regarder, par exemple, une création de joaillerie, chacun différemment. On a tous un historique, une sensibilité, mais c'est comme un tableau. Quand on est deux devant un tableau, quand on est deux devant une œuvre de joaillerie, on ne pense pas la même chose, on ne voit pas la même chose, on ne part pas ailleurs de la même façon. On ne peut pas acheter les tableaux du Louvre, malheureusement. Non. Mais, non. Donc on ne perd pas notre temps, bien au contraire, et je pense qu'on approfondit une relation. D'ailleurs, moi, j'ai toujours pensé et je l'ai toujours dit aux équipes de la Maison Chaumet, je n'attends pas à ce que vous fassiez une transaction instantanée. Si vous passez 2 heures, 1h30 avec un client et qu'à la fin, il part sans avoir acheté, ça ne me concerne pas tant que ça. Si par contre, je rencontre cette personne le soir dans un dîner par hasard, qu'il ne sait pas qui je suis et qu'il m'entreprend en me disant « Non mais vous connaissez Chaumet », là, je serais vraiment hyper heureux. Oui, parce qu'à chaque fois, même s'il n'y a pas la transaction finale, il y a quand même l'idée d'une certaine transmission, d'une expérience. D'un partage. On essaie parfois aussi une bague, il faut. C'est comme un musée. Pour nous, en joaillerie, en tout cas pour la Maison Chaumet, on considère que le digital n'est pas notre futur. C'est le magasin, c'est l'expérience physique du magasin, des décors, des ateliers parisiens qui l'ont fait, et puis de toucher l'objet, de le porter, de se sentir bien avec. Quand le département Byzance va ouvrir, il y a de très beaux bijoux aussi. À Byzance, on savait aussi en faire de très beaux. Une question pour Emmanuel de Varesquel, et puis ensuite, ça sera le moment de la salle. D'Angélique Sartre. Alors, je voulais revenir sur une idée qui avait été quelque peu amorcée au début de la discussion. Mais à savoir, est-ce qu'on peut vraiment assimiler émerveillement et perte de temps ? Et en d'autres termes, peut-être d'une manière un petit peu différente, est-ce qu'il s'agirait, selon vous, d'effacer complètement l'idée de temps perdu ? Il est là, Marcel Proust arrive. Merci Marcel de venir. Effacer l'idée de temps perdu, ou alors d'accorder en fait de nouveau une valeur productive au fait de perdre son temps ? Alors franchement, j'ai pas tout bien compris. Déjà, il y a 3 questions en fait. C'est autour de l'idée de l'émerveillement et de la perte de temps et des liens en fait qu'ils peuvent entretenir. À savoir, est-ce qu'ils sont assimilables ou non ? Et est-ce qu'en fait, il s'agirait vraiment d'enlever la notion de temps perdu, ou de dire que le temps perdu a une valeur, un gain, a une valeur peut-être dans la contemplation, dans la connaissance de soi, dans l'émotion, ou est-ce que vraiment il faudrait enlever cette idée de perte de temps ? Angélique est étudiante en philosophie. Oui, j'ai bien entendu, c'est pour ça que j'ai pas compris. Ouais. Il y a 2 philosophes dans la salle, c'est Louis-Albert de Broglie et Mademoiselle. Et je pense que ce n'est pas mesurable. La perte de temps que génère l'émerveillement, c'est une espèce de temps en suspens. C'est comme de contempler un tableau. Une peinture, c'est le temps immobile. Il y a 3 natures de temps. Il y a le temps des horloges, il y a le temps répétitif et mathématique, il y a le temps subjectif. Quand on parle du 6 juin 1944 en disant le jour le plus long, c'est que précisément certains jours sont plus longs que d'autres. Le 19 mars 1815, jour du transfert de pouvoir entre Louis XVIII et Napoléon, c'est une journée extrêmement longue. Donc il y a ce temps subjectif et puis il y a le temps immobile, et je pense que c'est celui de la beauté, c'est celui de la peinture, c'est celui de la forêt. J'aime beaucoup certains passages en lisant, en écrivant, que tu citais tout à l'heure, de Julien Gracq, qui était un grand amateur de forêt. Je ne sais pas si vous avez lu Un balcon en forêt de Gracq, c'est un de ses plus beaux romans, c'est magnifique, et Gracq parle de son expérience de la forêt de Tronchet. Et il dit qu'au fond, la forêt, entrer dans la forêt. Le lieutenant Grange, dans Le balcon en forêt, dit à un moment donné, juste avant de mourir, je suis dans la forêt. La forêt, c'est à la fois le temps suspendu, c'est quelquefois, du point de vue de Gracq, la mort, et puis c'est le lieu des sortilèges. C'est une fois qu'on rentre dans la forêt, on sort du temps. Et ça, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça se mesure ni en perte ni en gain. Ça relève de l'humanité, enfin, ça relève de quelque chose d'infiniment plus important que
que le temps qui court. Donc je ne sais pas quoi dire d'autre. Ouais, vous l'avez très très bien dit. Non, c'est vrai, entrer dans la forêt, c'est le commencement de l'aventure aussi, dans les contes du Graal, où c'est l'endroit où on va rencontrer, vous parliez de sortilèges, les magiciennes. Perdre son temps, c'est révolutionnaire. Moi, je pense aux situationnistes. L'International situe donc là, les grandes époques des années 60 avant la Révolution de 68. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu un petit livre de Raoul Vaneigem qui s'appelle Éloge de la paresse. Eh bien, de ce point de vue-là, la perte de temps était, du point de vue des situs, c'était quelque chose d'absolument révolutionnaire. C'est révolutionnaire aujourd'hui de perdre son temps. On court sans cesse après le temps. On est toujours pressé, l'homme pressé, comme disait Paul Morand. Mais soyons un peu révolutionnaires de ce point de vue-là. Et en effet, regarder pousser un arbre, on l'entend rarement pousser. Mais le regarder pousser, perdre son temps à le regarder, c'est absolument merveilleux. Est-ce que c'est du luxe? J'ai envie de tenter, au risque d'ailleurs de ne pas vous plaire, mais de tenter une définition du luxe. Parce que c'est quand même... pour moi, le luxe, c'est du fantasme. Et donc, le luxe, c'est ce qu'on ne peut pas posséder. À partir du moment où on possède un objet, il est plus luxueux, parce que le fantasme s'écroule. C'est pas très bon pour le commerce. Oui. Oui, c'est la question. Est-ce qu'il faut vivre ces fantasmes? Voilà. Aussi. Mais moi, je suis pour que les fantasmes demeurent. Donc, ça n'empêche pas d'entrer dans une boutique Chaumet. Hein. Mais, ouais. Ouais, d'ailleurs, la part de fantasme joue aussi énormément dans la valeur d'une maison comme Chaumet. Ah oui. Oui, et puis la dimension historique, culturelle, voilà. Le fantasme, c'est vrai que c'est un mot... l'attente aussi. Ouais. Quand par exemple nos clients vont faire une commande spéciale, qu'il va falloir s'y prendre 1 an et demi avant, des parents qui achètent un diadème pour le couronner leur fille, il va falloir attendre 1 an et demi. Il se crée quand même quelque chose. Voilà. C'est pas instantané. Je pense juste une chose qui m'est revenue en écoutant Laurence Descartes tout à l'heure, et sur cette obligation, l'obligation culturelle qu'il ne faut absolument pas imposer. Mais je me souviens d'une phrase, enfin je ne connais pas la phrase par cœur, mais de Charles Péguy, quand il était étudiant, quand il avait votre âge, il se sentait parfois dans sa classe un peu seul, et en fait la façon qu'il avait de se rassurer, c'était d'aller au Louvre. Il allait au Louvre et il disait là-bas, les statues me faisaient, certaines statues, pas toutes, mais il y a toujours une statue qui me faisait psst, psst, comme ça, il l'écrit comme ça, P-S-S-S-T, approche-toi, etc. Et il disait, cette statue-là, elle était là pour moi. Il y a aussi ce rapport dans le Louvre, même s'il s'agit de chefs-d'œuvre, etc., toujours, et comme vous parliez de la littérature, on a les livres qu'on aime, on a l'impression parfois que l'auteur s'adresse vraiment à nous, qu'il a compris, alors même qu'il a parlé de lui-même, finalement, il a réussi à toucher quelqu'un d'autre. On a l'impression que certains livres sont écrits pour nous. Et c'est un peu la même chose aussi sur les œuvres d'art. C'est le même mécanisme qui est à l'œuvre. Donc, oui, il faut que l'œuvre vous parle. Et voilà. Maintenant, il faut que la salle parle. Voilà, madame. Est-ce qu'on a... Oui, on a des micros qui circulent. Merci. Oui, bonjour. Il y a une activité du temps de nos grands-parents, pour certains arrière-grands-parents, ça s'appelait un passe-temps. Un passe-temps, c'était un puzzle, c'était de la broderie. Qu'est-ce que ça vous évoque aujourd'hui, un passe-temps? Qui veut répondre? Ah non, mais c'est très... Alors, moi je vais commencer à répondre, parce que tout à l'heure on a failli en parler. L'idée d'ennui, parce que dans l'idée d'ennui nécessaire, sans lequel il n'y a pas d'émerveillement, qui aujourd'hui a totalement, la valeur ennui a totalement disparu. On peut trouver que c'est bien de jamais s'ennuyer, on peut aussi trouver que c'est terrible, parce que c'est ça qui est devenu le passe-temps, malheureusement. Maintenant, c'est à vous. Emmanuel de Varesquiel va vous répondre. Je trouve qu'une vie réussie, c'est quand son métier est un passe-temps, précisément. Quand on arrive à cette conjonction de coordination miraculeuse qui fait du métier un passe-temps, ça veut dire précisément quelque chose qui relève de la passion. Pour moi, le sortir du temps, je l'interprète comme ça. Le passe-temps, c'est pas le passe-temps pour moi, c'est pas l'exercice de l'ennui. C'est sortir du temps et exercer un métier en sortant du temps, c'est-à-dire par la passion. C'est réussir sa vie, puisque ça s'appelle la cité de la réussite.
Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'une vie réussie? Comme Voilà, disait l'autre. c'est une vraie question. Sur l'idée du passe-temps, Louis-Albert de Broglie, peut-être, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous étiez passé d'un premier métier qui était donc banquier à comment d'ailleurs, comment j'étais en train d'essayer de définir votre métier, mais à la fois collectionneur, réunisseur de la plus grande collection, du plus grand ADN de tomates existant, en même temps de réflexion voilà, sur l'arbre. D'ailleurs, comment vous définissez votre métier de banquier? Vous avez, c'est pas, on dit le prince jardinier, mais ça c'est un surnom, mais de banquier à quoi en fait? Comment vous définissez ce passe-temps? Voilà, très bonne réponse. Je crois que vous nous avez, avec votre question, madame... Non, le passe-temps pour quelqu'un qui aime herboriser, on va dire, c'est tout simplement un tout petit peu, copiant la formule de notre cher Emmanuel, c'est de faire ce que l'on aime. Et herboriser, c'est observer à nouveau ce qui constitue, je reviens toujours à la même chose, le temps long. Donc il y a une sorte de... On transfère le temps long avec nous, l'idée qu'on regarde sans rien faire le temps long devant nous défiler et on s'en émerveille. Donc voilà, c'est ce rapport. Maintenant, qu'on soit écologue ou que nous... Écologue, c'est ça le mot alors? Je ne sais pas, quand on était partenaire officiel de la COP21 pour l'éducation et qu'on dessine des écosystèmes importants de villes ou de centres culturels, écologiques, pédagogiques, je ne sais pas très bien si on est designer, urbaniste, écologue, mais dans le fond, on essaie de mettre en rapport quelque chose qui va s'inscrire dans le temps long, qui ne va pas s'effondrer. La théorie du chaos étant une des théories sur lesquelles on a énormément disserté, qui est donc cet effondrement brutal et des valeurs et notre vision. Quelqu'un me parlait tout à l'heure, juste avant, de la taxidermie. La taxidermie, c'est intéressant, c'est de figer dans le temps un animal, voire sa belle-mère, en se disant... C'est disponible chez Desrolles, c'est un fantasme tout à fait réalisable. En se disant que dans le fond, comme ça on pourra rêver en la regardant le plus longtemps possible. Mais la taxidermie n'est d'autre que l'altérité que l'on a avec la mort. On fuit ce moment formidable où on n'aura plus à se préoccuper de quoi que ce soit. Et en même temps, ce temps que l'on va conquérir inexorablement, c'est aussi un moment pour nous tout à fait étonnant, c'est de se dire, voilà, qui suis-je? Et penser à la mort, je pense au memento mori des anciens, est une injonction à vivre, alors ne pas laisser passer le temps, mais le saisir pour en faire quelque chose. Une question? Plusieurs. Alors, voilà, j'ai à peu près vu... Ah ouais, vous avez le micro, vous, déjà. Et vous aussi, mais pas vous. Voilà. Oui. Donc, on va prendre les trois, comme ça, une très belle diagonale se dessine. C'est une question particulièrement pour Madame Descartes. Tout le monde connaît la réponse de Giacometti à la question « Dans une maison en flammes, est-ce que vous sauveriez un Rembrandt ou un chat ?» Donc, je voudrais savoir si la directrice du Louvre pense qu'il vaut mieux sauver une œuvre d'art qui perdure dans le temps ou une espèce du vivant qui traverse le temps? Question impossible, madame, évidemment. C'est un peu vache. Je sais, c'est pas très gentil. Oui, non, là, c'est... Il y a un très beau Manet avec un chat et une dame allongée. Voilà. Alors, on a beaucoup d'animaux au Louvre aussi, sous toutes sortes de formes. Donc, non, je pense que ça n'a pas de sens, d'un certain point de vue, de répondre à votre question. Parce que, mais non, vous savez, il y a un autre type de question qu'on me pose de temps en temps aussi. Quelle est votre œuvre d'art favorite au Louvre aussi, qui est là une question que je déteste absolument, parce que ça n'a bien sûr aucun sens. Donc, voilà, non, il n'y a pas de choix possible, bien sûr. Il n'y a pas de choix possible. Il y a une réponse. Alors, Emmanuel, oui. Il y a une réponse à votre question, c'est la nature morte. Voilà.
très belle exposition Merci. au Louvre cet automne, de Laurence Bertrand d'Orléac. Très bien. Ça s'appellera Les Choses. Je vous donne rendez-vous en octobre. Merci Emmanuel de me rappeler la programmation du Louvre. Alors, ensuite, vous avez déjà le micro, donc mademoiselle. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour vos partages d'expérience. Et je voulais savoir, selon moi, pour contempler, il faut peut-être avoir une certaine disposition d'ouverture et de curiosité et profiter de ce qu'on nous offre autour de nous. Et donc peut-être vous, Laurence Descartes, que les gens profitent pleinement des musées. Donc, mais maintenant, on voit que, par exemple, il y a 60% des gens qui ne vont pas au musée. Alors, selon vous, quels sont les freins qui expliquent que les gens ne profitent pas pleinement des lieux de contemplation comme les musées? Bon, alors, si vous avez 2 heures... Alors, je reviens sur l'idée qu'il n'y a pas d'obligation à aller au musée. Une fois de plus, je pense qu'il faut aussi sortir un peu de cette idée de la culpabilisation face à une certaine forme culturelle. Le frein, il y a toutes sortes de freins. Il y a des freins, il y a un frein social, il peut y avoir un frein économique, quoi qu'il y ait énormément, en tout cas en France, de possibilités de fréquenter gratuitement ou pour très peu d'argent les musées. Il y a un frein d'éducation, bien entendu, et c'est là où évidemment le travail du monde de la culture avec le monde de l'éducation est absolument essentiel. Et la France est très en retard par rapport à beaucoup de pays européens dans ce domaine-là. Quand je regarde nos voisins italiens, je vois combien l'histoire de l'art, du patrimoine est enseignée de façon, j'allais dire, naturelle, totalement organique. Et nous restons de ce point de vue-là un pays furieusement littéraire dans son approche des choses et qui continue à mépriser beaucoup la culture visuelle. Je ne développerai pas aujourd'hui, mais posez-vous cette question, c'est une chose très française et ça dit beaucoup de choses. Les écrivains ont adoré décrire les musées, ils étaient même, oui, mais les écrivains, vous verrez que dans le monde de nos décideurs, des hommes politiques, la question du rapport aux arts visuels est complexe. Mitterrand, pour prendre un exemple d'un passé relativement récent, le président Mitterrand qui a eu des gestes culturels extraordinairement forts, est un homme fondamentalement un homme de la littérature, et qui a été amené à prendre des décisions parce qu'il a été accompagné, parce qu'il y avait effectivement un certain nombre de gens autour de lui qui l'ont amené à prendre ces grandes décisions, et parce qu'il a probablement fait le lien entre sa passion pour la littérature et les arts visuels. Alors pour revenir à votre question, je pense que c'est aussi au monde, par exemple, des musées, de savoir aussi se tourner vers ceux qui ne viennent pas, vers les musées. Et je pense à relier tout simplement des grandes collections d'art ancien. Et ce que je dis toujours, c'est que le Louvre est bien plus qu'un musée d'art ancien. C'est quelque chose où on lit aussi l'histoire du monde, l'histoire de l'homme, de la sensibilité, de l'expression artistique, et qu'il faut trouver des passerelles. Nous sommes des passeurs, au fond. Et moi, il faut que je trouve des moyens de toucher nos contemporains, notamment les plus jeunes, pour leur dire... Mais le Louvre a quelque chose à vous dire. Venez, passez la porte. Et ce qu'il y a de plus dur, c'est de passer la porte. De monter les escaliers du Louvre, de passer la porte. Parce que le Louvre, c'est un palais. C'est un ancien palais royal. C'est magnifique et c'est très intimidant. La plupart des palais, d'ailleurs, des musées sont souvent des architectures de temples. Quand vous regardez la naissance du musée au XIXe siècle, ce sont des temples. Donc tout ça est très intimidant, très en contradiction avec notre époque qui veut un accès immédiat. Pas un accès vertical mais horizontal. Et donc notre idée, c'est de remettre un peu d'horizontalité aussi dans ces grandes institutions et de faire en sorte que le public s'y sente bien accueilli. C'est des questions très pratiques d'attente, de nombre d'entrées, de facilité d'horaire de visite. On est en train de travailler l'extension des heures de visite en fin de journée au Louvre. Comment voulez-vous que des gens qui travaillent puissent venir au Louvre si nous fermons tous les jours à 18h? C'est impossible. Même le samedi, non, maintenant ça... Voilà, alors la nocturne revient à partir du 1er juillet, le vendredi, et vous verrez d'autres surprises l'année prochaine en matière d'ouverture. Vous voyez, c'est des ensembles de dispositions, et puis aussi un travail de nouvelles propositions culturelles en matière d'exposition, de relecture, d'ouverture de ces institutions, aussi à la sensibilité de notre époque, et aussi aux créateurs de notre époque, parce que je ne l'ai pas assez dit, le Louvre est la maison des artistes depuis son ouverture, donc elle doit continuer à l'être. Je vous oublie pas, je vous demande juste, est-ce que votre question était sur la pandémie ou pas du tout? Non, pas du tout. Alors, je vais juste et je vous donne la parole immédiatement après, parce qu'on n'en a pas parlé, je pensais que ça allait venir, et puis comme ça ne vient pas,
On a dit que pendant cette pandémie, justement, le rapport au temps était revenu plus sain, parce que comme on était obligé de tous ralentir, au fond, on allait à nouveau cesser de mener ces vies de fous et enfin faire attention aux choses, leur donner le temps qu'elles méritaient. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là, ou au fond, la pandémie était tellement artificielle, c'était un rapport au temps tellement contraint, que justement cet émerveillement n'était plus possible, ou trop artificiel, parce qu'on était obligé de ralentir? Les musées ont été fermés, notamment. Je me souviens qu'on était même ensemble au moment où on pensait que ça allait rouvrir. Considéré comme non essentiel. Voilà. Donc, ça nous fait rebondir. Voilà. Donc là, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. Non, moi, personnellement, j'ai trouvé que la pandémie était totalement épuisante. À ce moment-là, je présidais Orsay. C'était des moments pour ceux qui avaient la responsabilité de ces institutions, de tension permanente, d'impossibilité de se projeter, de programmation que l'on défaisait, que l'on refaisait, d'attention aux équipes permanentes, aux gens qui étaient malades, à l'angoisse qui était quand même là avec nous en permanence, et des établissements fermés, c'est-à-dire être dans l'empêchement de faire ce qui est notre mission de service public et ce qui est la passion de notre vie, qui est précisément de partager ces richesses et de les mettre à disposition des autres. Donc personnellement, moi, je n'ai pas trouvé que c'était un temps particulièrement reposant ou apaisant. J'ai trouvé que c'était un temps, très, très difficile. Louis-Albert de Broglie. Ouais. C'était intéressant dans la pandémie, c'est que pour la première fois, c'était les animaux qui avaient la paix et qui, finalement, nous regardaient, nous, dans nos cages. Donc, première leçon de tout cela, on peut être, à un moment ou à un autre aussi, nous, derrière les grilles du zoo. Seconde chose, très intéressant, c'est qu'on a aussi réalisé que bien se nourrir, ce n'était pas forcément une économie de temps que d'aller au supermarché faire son plat préparé et le réchauffer dans son micro-ondes. Les gens ont découvert que cultiver son jardin, ça pouvait être non seulement un luxe. Quand ils avaient un jardin, Louis-Albert de Broglie. Oui, sauf que nous, on a construit une société qui vit plus dans les villes et dont, pour ceux qui ont ne serait-ce que 1 ou 2 mètres carrés, ont totalement occulté. Je rappelle aujourd'hui qu'on a rétabli, au plus de temps, on a arrêté les jachères. C'est une décision qui est liée effectivement au conflit dans lequel on est, et on s'aperçoit que chaque mètre carré peut être non seulement maraîchable, mais en même temps excessivement structurant pour chaque personne. Donc on a découvert que finalement jardiner, mettre ses mains dans la terre sur son balcon, non seulement ça pouvait nous nourrir, mais ça faisait du bien. Donc finalement ce Covid, pour cet aspect-là des choses, a questionné notre rapport au temps, celui de se nourrir différemment, et à interroger probablement sur le modèle de société qu'on voudrait pour demain. On a dessiné le 9e quartier de Versailles pour Icade et la Caisse des dépôts avec une ferme, des jardins partagés, une cité dite fertile. C'était avant le Covid, et tout le monde disait, c'est un truc, à mon avis, que personne va suivre, personne n'ira récolter les fruits des arbres qui tomberont, ça sera infernal. Et aujourd'hui, c'est une évidence. Donc, effectivement, on pourrait remercier le Covid pour nous avoir remis sur Terre. À vous. Oui, alors moi, c'était pour revenir justement à l'idée de l'émerveillement, et une idée qui, pour moi, est quand même pas mal reliée à l'innocence et au fait qu'un enfant va être plus facilement émerveillé à la vue de choses qu'il n'avait jamais vues avant, et que donc, avec le temps et avec l'âge, on a l'habitude de voir des choses, et donc ce sentiment d'émerveillement commence à partir un peu, et surtout dans la société d'aujourd'hui où on fait les choses de plus en plus vite, où on a de moins en moins de temps et on est de plus en plus pressé. La question que je veux poser, c'est quelle est, à votre avis, l'importance justement et la place d'essayer de retrouver ce sentiment d'émerveillement qu'on pourrait avoir tendance à perdre. Et précisément, peut-être, Emmanuel, vous allez être très à l'aise pour y répondre, puisque vous venez de publier Voyage autour de mon enfance. Et s'il y a bien un temps de la vie humaine où on est dans cet émerveillement, c'est l'enfance. Alors, je ne suis pas sûr qu'un enfant s'émerveille. On s'émerveille de l'enfant qu'on a été. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On s'émerveille des souvenirs qui nous restent
de notre enfance, qui devient une sorte d'exutoire ou de, comment dire, de réinvention de notre vie. Je pense que le temps de l'enfance, qui devient le temps de l'émerveillement. Je pense que toutes les enfances, même si on est né sur un terril ou dans un fond de bocage de l'ouest de la France, sont des vers paradis. Au bout du compte, même les enfances malheureuses, il peut y avoir des enfances heureuses ou malheureuses, elles finissent au bout du compte par devenir heureuses. Mais le temps de l'enfance, on ne peut pas savoir parce qu'on n'a pas vraiment conscience de la façon dont on l'a vécu. Je pense que c'est le temps de la déréalisation du monde. C'est un temps de gratuité absolue d'abord, et ce qui est alors à propos de luxe, ce qui est un luxe formidable. C'est un temps extraordinaire où le destin est formidablement bienveillant. C'est-à-dire que personne n'a encore décidé pour vous. Quelles que soient d'ailleurs les origines sociales. Je pense que l'époque de la cristallisation, c'est l'époque de l'adolescence. Le destin est beaucoup moins bienveillant. D'abord, c'est la cristallisation des sentiments et la cristallisation amoureuse, puis il faut faire des choix. À partir de 16-17 ans, il faut faire des choix. C'est pas très drôle de faire des choix. Tandis qu'entre 0 et 10 ans, on n'a pas de choix à faire. Et ça, c'est absolument... Ça, pour le coup, c'est merveilleux. Et c'est peut-être ça l'innocence, c'est l'absence de choix. Jean-Marc Mansvelt, comment retrouver l'émerveillement dans cette époque ? Moi, il me semble qu'au contraire, plus on est exposé, on a la chance d'être exposé à des belles choses, et plus on a un œil qui est aiguisé, et plus on a envie d'en voir, et plus on s'ouvre à des nouvelles merveilles. Je relève ce que disait Laurence Descartes tout à l'heure, on peut ne pas aimer tout en traversant Orsay 500 fois Cézanne, et puis tout d'un coup il se passe quelque chose. Alors pourquoi, on ne sait pas exactement. Après, je trouve qu'aussi dans le merveilleux, il y a quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire il y a ce moment suspendu où on est étonné, surpris, on voit, on est un peu transporté. Et puis c'est surtout le début d'un voyage. Parce que c'est d'abord, si j'ose employer ce terme, c'est avec les tripes qu'on réagit. Et puis après, on a l'esprit qui se met en marche. Et on se dit, je vais reparler de joaillerie, par exemple, mais on se dit, mais qui a fabriqué, qui a dessiné, d'où ça vient, qu'est-ce que ça raconte. Et si ça se trouve, cette petite seconde d'émerveillement, c'est une éternité de quelque chose dans lequel on va cheminer. Mais en tout cas, je ne crois pas que parce qu'on est plus exposé, on est émoussé dans son envie de découvrir. Moi, je suis persuadé qu'une œuvre entraîne une autre œuvre, un livre entraîne un autre livre. Quand vous êtes rentré dans cette mécanique-là, pour votre plus grand bonheur, vous n'en sortez pas, bien sûr. Sauf quand la chair est triste et j'ai lu tous les livres. Comme disait l'autre. Oui, non, il y a encore de la marge. Voilà. Louis-Albert de Broglie. Non, mais il y a une chose qui est très intéressante. La leçon de choses qui est arrivée au XIXe siècle, au moment où Jules Ferry commande le programme de sciences naturelles, il le commande à Desrolles, c'est bien l'accompagnement, j'allais dire, des transformations sociétales où les gens viennent de la campagne, arrivent dans les villes, et on doit refixer ou doit fixer l'émerveillement, que ce soit la botanique, la zoologie, mais aussi le corps humain, finalement, tout ce qui exprime et va fixer chez l'enfant des images, et des images qui vont véhiculer pendant, j'allais dire, des années, et surtout pour le cancre, que j'étais au coin droit de la salle de classe, où on regardait pendant des heures la fameuse planche du squelette. Donc, fixer la connaissance pour que l'innocence ait un langage qui l'amène à un moment ou à un autre à se poser toutes les questions, mais il aura dans sa mémoire profonde cet émerveillement de la planche, du coquelicot, effectivement, la leçon de choses, le tétard, finalement, si certains se souviennent, l'œuf qui grandit pour devenir une poule. Ou les fresques de Puvis-de-Chavannes dans l'amphi Richelieu. Alors, c'est pas celui-là, celles-là, je ne sais plus d'où elles sont, mais qu'on pouvait regarder quand on était étudiant ici et qu'on n'écoutait plus trop, mais on regardait, c'est déjà ça. Est-ce que je vois qu'il est 16h01, donc nous allons nous arrêter là en vous remerciant beaucoup. Je vous demande d'applaudir vraiment nos invités, Louis-Albert de Broglie, Laurence Descartes, Jean-Marc Mansvelt et Emmanuel de Varesquiel. Merci à vous et merci aux étudiants, aux étudiantes
qui ont préparé ces questions. À bientôt.